Merci beaucoup Jean-David. On va être rapide pour ne pas te mettre en retard. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-David Zetoun, donc tu es docteur en médecine, en hépato-gastro-entérologie et également en épidémiologie, mais pas uniquement. Tu es l'auteur de plus de 100 articles scientifiques, de 3 ouvrages qui traitent évidemment de la santé majoritairement. Tu conseilles des investisseurs, tu conseilles de nombreuses startups et tu es également à l'origine de Inato. Tu vas nous en toucher un petit mot. Inato est une plateforme qui permet d'accélérer le recrutement de patients pour accélérer les essais cliniques. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et de nous éclairer sur les transformations qui bouleversent la recherche clinique. Alors, on a entendu parler de diagnostics, de biomarqueurs et sans rien spoiler de la suite, on va entendre parler d'algorithmie, on va entendre parler d'organoïdes. Et donc, merci de nous éclairer sur ces points-là. Est-ce que tu peux dire un tout petit mot sur Inato et on aura quelques questions, évidemment, pour toi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Inato, c'est une place de marché d'études cliniques pour des essais qui sont des essais interventionnels. Donc, les essais typiquement randomisés qui ne sont pas les études de big data, mais ce sont les études les plus importantes pour les laboratoires pharmaceutiques parce que ce sont celles qui permettent d'avoir l'enregistrement du médicament et donc la commercialisation qui génère les revenus. C'est noté. La première chose que l'on disait en introduction ce matin, c'est qu'on voit naître et fleurir énormément de technologies qui accélèrent la recherche à plein d'étapes et à plein de niveaux, et notamment sur la partie recrutement de patients, sur la partie connaissance médicale. Aujourd'hui, selon toi, quelles ont été les technologies qui ont transformé l'accès aux patients et à l'information du patient, qui ont transformé du coup la recherche, et celles que tu envisages dans les 10 prochaines années qui peuvent lever les derniers verrous? Alors, l'idée, c'est... tous les essais cliniques ont un problème de recrutement des patients. Donc ça, c'est quelque chose que sous-estiment les biotech ou les startups en général parce qu'elles sont tellement centrées sur leurs produits qu'elles jugent extraordinaire, ce qu'on peut comprendre, qu'elles pensent qu'ensuite tout le monde va se jeter sur le produit pour recruter des patients. Ça ne se passe pas souvent comme ça. Et les laboratoires pharmaceutiques qui, eux, ont un historique et une antériorité, savent que c'est très difficile de recruter des patients. Et on est sur un taux de non-complétion de 30% qui est stable depuis des dizaines d'années. C'est le cas parce que la médecine a progressé et que comme de plus en plus de patients ont accès à des bons médicaments de façon normale, l'attractivité d'une étude clinique, le fait que ce soit intéressant en se disant ça va peut-être être mieux pour moi, c'est quelque chose qui baisse grâce au progrès de la médecine. C'est plutôt une bonne nouvelle de ce côté. C'est plutôt une bonne nouvelle, évidemment, mais du coup, ça rend la tâche plus difficile pour les compagnies pharmaceutiques ou pour n'importe quelle entreprise de santé en général. Donc le but, c'est de trouver des nouveaux patients. Ce qui se passe, c'est que la plupart des essais cliniques sont faits dans un petit nombre de centres, qui sont effectivement des centres avec une très grande expertise et avec une industrialisation du process de recherche clinique. Donc de ce point de vue-là, ça marche, mais c'est trop concurrentiel, c'est trop concentré, et donc il faut aller chercher les patients un petit peu ailleurs, c'est-à-dire dans des centres entre guillemets de moyenne gamme, qui ont beaucoup de patients, qui font un peu moins d'études, mais qui savent les faire quand même. Et alors, pour revenir aux solutions innovantes, l'accès est plus compliqué, j'imagine, dans ces centres-là. Non seulement l'accès au centre, mais aussi à l'information à jour des patients qui passent par ces centres-là. Qu'est-ce que tu as vu, justement, qui permet de déverrouiller un petit peu cet accès? Le grand espoir, c'est que les données sont numérisées depuis 20-25 ans à peu près grâce aux dossiers médicaux électroniques. Le gros défaut des dossiers médicaux électroniques, c'est l'absence de granularité des données. C'est-à-dire qu'il y a l'âge, le diabète, là où il habite, et puis quelques maladies, mais avec des critères qui, souvent, pas toujours, mais souvent, sont trop grossiers par rapport aux critères d'éligibilité des sociétés pharmaceutiques ou des autres sociétés de dispositifs médicaux, qui d'ailleurs exagèrent dans leurs critères. Et du coup, ça permet de détecter une masse de patients, mais ensuite, il faut encore regarder manuellement pour savoir si ça correspond finement aux critères d'éligibilité. Cet écart est en train de se réduire parce que les dossiers médicaux sont plus granulaires et parce que la technologie permet de mieux analyser leurs données, notamment les LLM, mais c'est encore le sujet qui fait que ça n'a pas été craqué. Et ce dernier kilomètre, cette dernière information pour aller jusqu'au bout, c'est un doux rêve? Non, je pense que ça va se faire lentement, mais ça va se faire. Parce que les dossiers sont plus fins et parce que les technologies permettent de lire des textes un peu manuels, un peu en langage parlé, et pas forcément des données qui ont été encodées. Merci pour cet éclairage. Alors, ça, on parle vraiment de clinique, et puis on voit beaucoup de choses qui se passent en pré-clinique.
Notamment, voilà, tu parlais d'information, de données. Il y a beaucoup de super belles boîtes qui aujourd'hui sont en capacité d'aller, grâce à ces données, simuler beaucoup de choses, préparer beaucoup de choses, voire proposer des candidats médicaments qui ont plus de chances d'aboutir. Bref, beaucoup de technologies en amont de tout ça. On parle aussi d'organoïdes, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que toi, tu en as vu déjà en utilisation au quotidien? Est-ce que tu en as vu les conséquences sur la clinique ensuite? Ton éclairage là-dessus? Alors, il y en a beaucoup. C'est pas strictement parlant une nouvelle étape, mais plutôt un progrès dans une étape qui a été enclenchée avec la création de la première biotechnologie. Donc, c'était en 1976. C'était il y a longtemps. J'avais moins 3 ans. Et ça a permis de développer la première insuline conçue intelligemment en 1982. Donc, il y a 3 étapes schématiquement dans le développement des médicaments. La première étape, c'était au Moyen-Âge, on utilisait des plantes. Ça marche encore parfois. La deuxième étape, ça a été d'avoir des grandes banques de molécules qu'on testait in vitro contre des cibles. Et puis, s'il y avait un effet qui était observé, on allait tester ça chez l'animal, puis chez l'humain. Et la troisième étape, c'est la conception intelligente, avec donc cette première insuline en 82, alors qu'avant, c'était de l'insuline d'animal. Et depuis, tous les biomédicaments, par définition, donc qu'on appelle les agents biologiques ou les biotechnologies, sont conçus intelligemment. C'est-à-dire on essaye de faire une molécule parce qu'on pense qu'elle va pouvoir se fixer à une cible donnée qu'on a identifiée comme étant importante dans le mécanisme de la maladie. Et à partir de là, en bloquant ou en inhibant la cible, on se dit qu'on va avoir un effet thérapeutique et qu'on va faire un médicament. Ce qu'apportent les nouvelles technologies dans ce concept, c'est potentiellement plus d'efficacité ou plus d'efficience ou les deux en même temps. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de médicament commercialisé qui a été conçu avec une IA. Et il y a des nouvelles qui ne sont pas très bonnes, puisqu'il y a des sociétés qui sont parmi les plus grosses, qui ont été cotées en bourse, qui ont échoué en phase clinique, ce qui nous rappelle inévitablement le mur de complexité des sciences du vivant que nous, on connaît, mais qui fait que les choses sont toujours plus compliquées que prévu. Du coup, autre tendance qu'on observe, et on en a discuté rapidement, mais ces sociétés qui ont à cœur de faire le travail en amont au maximum sont tentées pour beaucoup de développer elles-mêmes leur propre portefeuille de molécules candidats. Un avis là-dessus? Ouais, alors, je ne sais pas si j'ai raison, mais je sais que je le déconseille tout le temps parce que ce n'est pas le même métier. Donc, effectivement, mon impression, c'est que ces sociétés, quand elles commencent à avoir une technologie qui permet de mettre au point des molécules prometteuses, rencontrent des investisseurs biotech, donc pas des VC digitales, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de mettre un médicament sur le marché parce qu'évidemment, la récompense économique est incroyablement différente et qui les intoxiquent intellectuellement en leur disant que ils devraient développer leurs propres molécules et prendre toute la valeur plutôt que de vendre ça pour pas assez cher à une société pharmaceutique qui ensuite va prendre le maximum de valeur. Bon, je pense que c'est illusoire parce que d'abord, c'est pas le même modèle économique. Il faut lever beaucoup plus de capital, c'est beaucoup plus long. Et en fait, ça veut dire prendre un risque quand même. Et il y a une règle en investissement que j'aime bien qui est un seul risque à la fois. Donc si une société a réussi à développer une solution logicielle quelle qu'elle soit, qu'elle peut vendre à des pharma de façon industrialisée avec beaucoup de marge et les laisser ensuite prendre le risque et dépenser les centaines de millions qu'il faut pour développer une molécule, moi je conseille plutôt déjà de gagner de l'argent comme ça. Si un jour il y a un lead qui paraît particulièrement incroyable et qu'elle veut créer une spin-off, lever de l'argent spécifique et se dire qu'elle va faire quelque chose avec une société pharma pour essayer d'avoir une deuxième couche de croissance, pourquoi pas, mais je pense qu'elle rêve trop tôt de faire quelque chose qui est plus difficile que ce qu'elle croit. Merci beaucoup. J'en invite peut-être en 30 secondes un petit peu les perspectives pour Inato. Est-ce que vous allez lever comme dernier verrou ou comme prochain verrou pour la suite? Non, merci. Notre objectif, effectivement, c'est de, maintenant, je pense, d'aider les pharmas, pas seulement à recruter les patients de façon lointaine, mais de façon plus profonde, en accédant, comme j'ai dit tout à l'heure, au dossier médical et en accélérant la détection des patients en vue du recrutement. Les premiers développements montrent que c'est possible et que les pharmas sont très intéressés par ça. C'est plutôt au niveau des centres qu'on a des problèmes. Il faut accéder aux données, mais ça devrait se faire. Merci Jean-David, bravo. Et puis on accueille... Merci beaucoup.